Bon, on continue avec nos capsules sur les troubles cognitifs. Euh, à la fin de la dernière capsule, on était sur ce tableau-là, un tableau comparatif entre trois choses. Là, ici, c'est un tableau comparatif entre le vieillissement normal, les troubles cognitifs légers, puis la démence d'Alzheimer. Mais vous allez voir je suis certaine que vous en êtes rendu compte, au cours de votre programme, il y a plusieurs tableaux comparatifs comme ça que vous pouvez faire, puis ils disent que pour étudier pour l'examen de l'ordre ou même pour l'examen synthèse de programme, c'est une bonne façon de faire, de comparer des trucs comme quand on va faire arthrite, polyarthrite rhumatoïde, puis l'arthrose, euh, les problèmes respiratoires, la bronchite chronique, l'asthme, l'emphysème. Si on fait des tableaux comparatifs de chacun de ces pathologies-là, c'est plus facile de comparer les données puis de s'en souvenir. Donc, le vieillissement normal, les troubles cognitifs légers, on l'a vu. Là, on va voir les démences, puis nous, on va se concentrer surtout sur la démence d'Alzheimer parce que euh, c'est le genre de démence qu'on va voir le plus en stage. Mais il y en a plein d'autres, là. La démence à corps de Lewy qui souvent accompagne le Parkinson, la démence de Korsakoff chez les patients qui sont alcooliques depuis des années. Là, on développe pas un Korsakoff en buvant une bouteille de vin, là. Les démences vasculaires causées par plein de petits AVC, les démences mixtes qui peuvent être causées par des petits AVC puis de l'Alzheimer. Mais nous, on va se concentrer sur la démence d'Alzheimer. Donc, on commence à parler de démence quand les troubles cognitifs ont un impact sur la vie de tous les jours. La personne a tellement des grosses pertes de mémoire et d'orientation qu'elle ne peut plus rester seule à la maison. Elle a besoin d'avoir quelqu'un pour la surveiller tout le temps. Des personnes qui ont tellement des gros troubles de l'attention qu'ils ne seraient pas en mesure de se préparer à manger, de fonctionner dans la vie de tous les jours. Des gens qui ont des troubles de langage, c'est des gens là, qui vont vouloir vous dire des choses, mais les mots, ils les trouvent plus. Puis, on va voir un peu plus tard, on a la vidéo, j'en ai parlé au début dans les capsules, la vidéo du monsieur quand la musique part, il se souvient des paroles des chansons, et pourtant, quand il n'y a pas de musique, il y a de la difficulté à parler, ce monsieur-là. On va se rendre compte que les patients Alzheimer peuvent être stimulés par des trucs qu'on n'aurait jamais pensé. Et la musique, c'en est un gros. Les animaux aussi, c'en est un gros. La démence, contrairement au délirium, c'est pas quelque chose qui arrive rapidement comme ça. On développe pas une démence en une semaine. On développe une démence en mois, en années. C'est quelque chose qui s'installe de façon très insidieuse et c'est très progressif. C'est sûr qu'il y a des Alzheimer qui s'installent plus rapidement que d'autres, mais ça se fait pas en quelques jours, là. Ça se fait vraiment en mois, voire en années. C'est progressif, contrairement au délirium qui, lui, de même. Comme je vous dis depuis tantôt, ça compromet les activités fonctionnelles. Donc, à partir du moment où ça a un impact négatif sur les AVQ, la vie professionnelle ou la vie sociale, là, on commence à parler de démence. Puis, il y a toutes sortes de façons là, d'évaluer ça. Là. On ne dit pas du jour au lendemain, ah, toi, tu fais une démence. Il faut passer au travers de certains tests. Là. Donc, nous, on va voir la démence de type Alzheimer parce que c'est celle qui est la plus fréquente. La démence à corps de Lewy, on parle de 10%. Frontotemporale, on parle de moins de 10%. Puis non dégénérative, ça veut dire que ça a été causé par des incidents vasculaires. Là, on parle quand même de 20%. C'est pas rien. Quand j'ai dit mix, ça voudrait dire qu'on aurait une non dégénérative accompagnée d'une de ces trois-là. Donc, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle d'un déficit cognitif qui est irréversible. C'est pas comme le délirium. Le délirium, tu traites la cause sous-jacente, tu règles la cause, tu règles le délirium. Ben, l'Alzheimer, ça se renverse pas. C'est à la limite, on peut ralentir un peu les manifestations cliniques, on peut ralentir la progression de la maladie. On a de plus en plus de médications pour faire ça, surtout si c'est détecté très tôt, mais
premièrement, ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de cure pour l'Alzheimer, mais on peut quand même ralentir le processus. Qu'est-ce qui cause l'Alzheimer? 4 trucs, entre autres l'arrivée de plaques amyloïdes, on appelle ça des plaques séniles, au niveau des terminaisons nerveuses puis des fibres nerveuses au cerveau. Donc, ça, c'est quelque chose, on n'est pas encore capable on n'est pas capable d'arrêter ça. On ne sait pas comment ça l'arrive, puis on n'est pas capable de les arrêter. Donc, ici, on ne peut rien faire. La dégénérescence des fibres neurologiques, tout ce qui est dans notre cerveau puis qui fait la transmission des messages, au niveau de l'Alzheimer, c'est des fibres qui vont se détériorer et moins bien fonctionner. On a-tu des traitements, on a-tu des façons de soigner ça? Pas tant. La diminution de l'acétylcholine, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez l'Alzheimer et là, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. On peut essayer de stimuler l'acétylcholine qu'on a déjà. On peut essayer d'arrêter la dégradation de l'acétylcholine parce qu'il y a des enzymes qui bouffent l'acétylcholine. Donc, si on enlève ces enzymes-là, le petit peu d'acétylcholine qui nous reste, on peut la garder. Donc, c'est vraiment sur ça que les traitements directement de la maladie d'Alzheimer vont se concentrer. Absence de connexion entre les cellules parce que les neurotransmetteurs ne sont pas aussi présents en aussi grande quantité. Puis là, on parle de l'acétylcholine. Puis il y a de la mort cellulaire. Puis il y était un temps où on disait la seule façon de vraiment diagnostiquer officiellement un Alzheimer, c'était en faisant une autopsie. Donc, il fallait attendre que le patient soit mort. Aujourd'hui, avec les scans, on est plus en mesure de dire oui, on est en présence d'une maladie d'Alzheimer causée par des plaques amyloïdes, causée par de la mort cellulaire, mais il y était un temps où on ne pouvait pas faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour développer la maladie d'Alzheimer? Ben oui, il y en a. Alors, l'âge et le sexe, c'est sûr que plus on est vieux, plus on est à risque de développer l'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le développer quand on est jeune. Il y a des patients qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine et qui ont déjà développé une maladie d'Alzheimer relativement avancée. C'est rare, vous allez me dire, mais ça arrive. Par contre, plus on vieillit, plus on est à risque. Les femmes sont plus à risque parce qu'elles vivent plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Le niveau scolaire, ils disent que plus on est scolarisé, plus on stimule notre cerveau, moins on est à risque de développer l'Alzheimer dans le futur. Probablement parce que plus qu'on a stimulé notre cerveau, plus qu'on a stimulé des parties qui n'auraient peut-être pas été en demande si on ne les avait pas stimulées. Donc, on a plus de la matière cérébrale qui fonctionne. Ça serait la tendance, là. Ça serait ce qui expliquerait ça, dans le fond. Les antécédents familiaux, vous avez dans votre famille des oncles, des tantes, grands-parents, grand-père, grand-mère, votre père, votre mère fait de l'Alzheimer, les chances sont que vous allez le développer vous aussi. Donc, les facteurs génétiques entrent là-dedans. Par contre, ils n'ont pas encore trouvé le gène. En tout cas, je pense pas. Là, aux dernières lectures que j'ai faites, il n'y avait pas encore développé jusqu'à ça, mais il y a probablement une tangente génétique à ce moment-là, puisque les antécédents familiaux augmentent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les traumas crâniens. Les traumas crâniens, puis là, je parle de bons traumas. Tu sais, on parle beaucoup de commotion cérébrale. Aujourd'hui, on est plus au courant de ce que ça peut faire, les commotions cérébrales, le dommage que ça peut faire à long terme. Oui, sur le coup, on pense que c'est pas si grave que ça, mais quelqu'un qui a fait des commotions cérébrales à répétition, à chaque fois qu'il en a fait une, a causé du dommage, et ce dommage-là, éventuellement, pourrait se développer à une maladie comme l'Alzheimer, comme le Parkinson. On va le voir quand on va voir Parkinson. Certains antécédents médicaux nous mettent à risque de développer l'Alzheimer, l'hypertension, le diabète, puis la dyslipidémie, probablement parce que ça diminue l'irrigation sanguine au niveau du cerveau. Donc, les cellules sont plus à risque de mourir en vieillissant
si elles sont moins bien irriguées. On sait que ces trois antécédents-là peuvent causer des problèmes circulatoires au niveau du cerveau. Les souffles carotidiens, si on a des accumulations de plaques d'athérome au niveau des carotides, ça aussi, ça va diminuer la circulation sanguine au niveau du cerveau. Donc, les cellules cérébrales vont être moins bien oxygénées et ça va faire que c'est des cellules qui vont avoir tendance à mourir plus rapidement. Des antécédents d'ICT ou d'AVC, c'est sûr que à chaque fois qu'on fait un AVC, on endommage une partie du cerveau. À chaque fois qu'on fait une ICT, il n'y a pas nécessairement du dommage, mais il y a eu un moment où les cellules étaient moins bien irriguées, moins bien oxygénées. Donc, éventuellement, ça nous mettrait à risque là, de développer le Parkinson. Le tabac, puis, pas le Parkinson, l'Alzheimer, excusez-moi. Mais vous allez voir que le Parkinson aussi quand on va faire le cours. Le tabac puis l'alcool, pour les mêmes raisons que l'hypertension, le diabète puis la dyslipidémie, parce que ça a un impact au niveau de nos artères. Le tabac puis l'alcool durcissent les artères. Donc, ça va impliquer que peut-être qu'il y a des parties de notre cerveau qui sont moins bien oxygénées. Le tabac va aussi diminuer le taux d'oxygène dans le sang. Donc, ça fait que nos cellules sont moins bien oxygénées puis peuvent probablement mourir plus rapidement si on n'avait pas eu ça. Les signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer, parce que je vous ai dit que l'Alzheimer, c'est pas quelque chose qui se développe de même, c'est quelque chose qui vraiment, ça se développe de longue haleine. Donc, c'est quelque chose qu'on peut remarquer des manifestations, des signes et symptômes rapidement. Ben, si on est à l'affût de ça, on va s'en rendre compte. Alors, c'est des gens qui vont commencer à avoir des pertes de mémoire. Puis on le sait que les pertes de mémoire, c'est normal, mais ça va être comme une petite coche au-dessus, là. Oublier occasionnellement un rendez-vous, le nom d'un collègue, c'est pas tant grave, mais plus ça va aller, plus ça va être fréquent. Tu sais, je fais des farces, là, je dis que moi, un jour, je vais être Alzheimer, mais il reste qu'il y a 15 ans, j'étais capable de nommer tous les étudiants dans ma classe au bout de... Après le premier examen, je savais le nom de tout le monde. Juste parce que j'avais corrigé les examens et j'avais vu leur nom écrit. Aujourd'hui, même après un examen, deux examens, trois examens, ça se peut que je ne me souvienne pas de votre nom. Donc, je le vois là, que ma mémoire n'est pas aussi bonne à 52 ans qu'elle l'était à 38. La difficulté à exécuter les tâches familières. Tu sais, des gens qui sont distraits, la conduite automobile, ça devient un petit peu plus complexe. Tu sais, on sait comment utiliser le lave-linge, disons, mais on oublie de mettre l'assouplissant. Pourtant, on sait que ça prend de l'assouplissant, mais on oublie de faire ça. On ne sait plus trop comment préparer les repas. On va par mégarde, on va mettre le lait dans le garde-manger au lieu de le mettre dans le frigo. Des trucs comme ça. Perdre du vocabulaire. C'est chercher ces mots tout le temps. C'est un signe que on a des problèmes cognitifs ou on est en train de développer des problèmes cognitifs et ça pourrait être un signe d'Alzheimer, d'être désorienté dans le temps et l'espace. Tu sais, ça nous arrive tous là, de se lever le matin et se dire coudon, on est dessus, je suis en retard pour aller travailler ou c'est dimanche matin ce matin. Ça nous arrive tous. Quand ça arrive plus régulièrement, c'est des signes que on a des troubles cognitifs. Puis plus la maladie va avancer, plus ces troubles cognitifs-là vont être intensifiés, puis vont avoir un impact sur notre vie au quotidien. À partir du moment où ça a un impact sur notre vie au quotidien, que ça nous empêche de bien fonctionner, là, on commence à parler de problèmes cognitifs. Égarer des objets, tu sais, tantôt j'ai dit, on va ranger des objets dans un endroit inapproprié, mettre le lait dans le garde-manger, puis le faire passer dans le réfrigérateur, ça n'a pas de sens, là. Mais les patients Alzheimer le font, puis un coup qu'ils trouvent le faire passer dans le réfrigérateur, ils se disent, mais voyons, qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est eux qui l'ont mis là, ils s'en souviennent plus. Changement d'humeur et de comportement, puis là, ça, on va le voir beaucoup chez l'homme, surtout quand ils commencent à réaliser qu'ils ont des problèmes cognitifs, là, ça va être problématique. La personnalité, la même chose, des gens qui vont devenir tristes, qui vont perdre de l'intérêt dans la vie en général, c'est tous des signes précurseurs de problèmes d'Alzheimer, puis ça nécessite une évaluation médicale. Je vais arrêter mon enregistrement parce qu'on arrive au bout du 15 minutes, puis on va continuer après.